Monsieur Lasserre. C'est difficile d'intervenir après un sujet aussi important. Blum a été extraordinaire lors du procès de Riom. Oui. Et à ce titre, je trouve qu'effectivement c'est un homme important qui m'a inspiré dans mes engagements. Bien, j'en reviens à un autre sujet qui concerne donc l'EPADESA. Le dernier conseil d'administration, je n'y étais pas, mais j'ai eu quelques échos, n'a pas été des plus rassurants, tant sur la visibilité pour ce qui concerne les programmes pour la période à venir que sur les financements, et puis encore cette propension qui consiste à continuer de pousser en avant des programmes comme si rien ne l'était, les reprendre, les recycler, en dépit des inquiétudes qu'ils suscitent. Alors, en l'état actuel des choses, on se retrouve dans une situation très particulière où l'on retrouve à la fois les défauts originels de ce plan de relance, l'impact qu'a pu avoir la crise sur ce plan de relance, et puis la crise ou le problème de gouvernance, cette pagaille institutionnelle qui rend la recherche de solutions assez complexe. Alors si on revient sur la genèse du plan de relance, quelques éléments importants qu'il faut rappeler. Tout d'abord, des textes qui ont été préparés dans la précipitation, en dépit des avertissements de plusieurs sénateurs et députés, notamment dans la définition du qui fait quoi et au nom de qui, au nom de quoi. La deuxième chose, un processus de décision d'ensemble qui n'a pas fait l'objet d'une concertation avec les habitants, qui n'ont pas pu se prononcer sur le projet lui-même, ce qui a certainement contribué à rendre les choses plus complexes. La troisième chose, au-delà de la volonté de rénover les tours, qui, elle, correspondait bien à un enjeu réel, de densifier, de concentrer sur la dalle une offre de bureaux haut de gamme et sur la dalle elle-même dans certains quartiers, notamment la Défense 1. Et puis, la quatrième chose, un modèle économique qui, déjà avant la crise, était impossible, puisqu'il consistait à trouver suffisamment de ressources. Donc ça veut dire un marché immobilier capable d'absorber le nombre de mètres carrés pour générer ces ressources, pour financer la mise à niveau de la dalle, la mise aux normes des tunnels, largement sous-estimés, et les coûts de développement exorbitants que génèrent certains projets, portés encore aujourd'hui par l'EPADESA. En l'occurrence, j'en cite que deux qui posent le plus de problèmes, le projet Hermitage ou encore celui de la Tour Phare. Alors par rapport à cela, qu'est-ce qu'elle a fait la crise? La crise, tout d'abord, elle a contribué à retarder les programmes. C'était une bonne occasion de réfléchir sur la pertinence de ces programmes, mais on ne l'a pas saisi. La crise, la deuxième chose, c'est qu'elle a réduit les ressources qui avaient été prévues, ce qui fait que la capacité à générer les moyens de financer tout ce qui a été prévu ont été encore revus à la baisse considérablement. Mais la troisième chose, c'est que cette crise a contribué à lisser le marché de l'immobilier, d'une part, et d'autre part, en particulier l'immobilier haut de gamme, alors que jusqu'à présent, ou en tous les cas il y a 2-3 années encore, il y avait un lien très fort entre un territoire donné, une offre de bureaux haut de gamme. Ce lien entre les deux s'est lissé et du coup on assiste notamment sur ces marchés à des effets d'aubaine qui peuvent être dévastateurs et qui, à mon avis, ne sont pas terminés compte tenu de l'impact du Grand Paris sur l'offre de ce type de marché. Nous avons deux exemples devant nous qui, je trouve, sont assez significatifs. C'est tout d'abord Score qui choisit Paris dans un rapport qualité-prix avantageux, haut de gamme, moins cher et mieux placé. Nous avons un deuxième exemple, c'est IBM à Bois-Colombes, avec à terme l'accès à un système de transport très performant, très maillé. D'autre part, une logique d'horizontalité à la place de la verticalité, et pour ce type de marché immobilier, des tarifs relativement intéressants. Et là-dessus, il faut intégrer le problème que cela pose pour les deux intervenants que sont l'EPADESA et De Facto, à la fois à la recherche de financement pour assurer leurs missions respectives et d'une clarification juridique du point de vue de qui fait quoi. Alors dans un tel contexte, on sent bien que nous sommes arrivés à un moment où il y a des décisions importantes à prendre et qu'il est difficile de prendre des décisions parce qu'il y a ce problème de gouvernance, il y a cette pagaille institutionnelle qui règne en ce moment et qui rend les choses extrêmement difficiles.
Alors, je dois vous avouer d'ailleurs que les réponses qui nous ont été apportées par le préfet ce matin ne m'ont pas rassuré quand on nous explique que la question des transports, parce qu'il y a aussi cette dimension qui doit être posée, que l'augmentation de la performance du système de transport existant à hauteur de 5% par rapport aux 80 000 emplois qui devaient être créés si tous les projets finissent par aboutir, je pense qu'il y a un décalage assez important. La deuxième chose, ce mythe des 100 000 mètres carrés de logements qui seraient construits sur la dalle, à part ce qui figure dans les projets d'Hermitage, mais c'est du logement de luxe, je n'en trouve pas. Et puis, la troisième chose, c'est sur cette capacité d'absorption de cet immobilier haut de gamme, justement sur la base de ce que je venais d'expliquer, ce lissage du marché de l'immobilier qui est quelque chose d'assez nouveau qu'on n'avait pas trouvé dans la crise précédente. Alors par rapport à cela, j'ai une série de questions très simples à poser. Tout d'abord, votre avis sur la pertinence du plan de renouvellement de la Défense, notamment cette multiplication des mètres carrés de bureaux. Est-ce que c'est économiquement soutenable ? Quelle est votre position sur la capacité de l'EPADESA à générer les ressources suffisantes pour à la fois accompagner le développement du quartier d'affaires, la mise à niveau de la dalle et des tunnels? Par ailleurs, en ce qui concerne la gouvernance, pouvez-vous préciser comment vont évoluer le partage des prérogatives entre l'EPADESA et De Facto? En outre, quelle est la position des représentants du Conseil général sur les projets d'aménagement, en particulier l'Hermitage, Phare-Ava et la Coupole? Et enfin, qu'en est-il de l'adéquation entre les capacités actuelles à venir du transport sur le site et des projets tels qu'ils sont prévus?